Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le corps. Le corps est l'ensemble matériel qui constitue un être vivant. Chair, os, sang et les organes, à travers lequel on vit, on agit, on perçoit, on interagit avec le monde. C'est à la fois une réalité physique et biologique. Mais les êtres humains, seuls vivants qui ont conscience de leur corps, en font aussi une réalité sociale et anthropologique qui désigne un support d'expression personnelle, sociale, affective et symbolique. En effet, au-delà de sa dimension biologique, le corps est une construction sociale et culturelle, le lieu d'expression des identités, des normes, des rites et des symboles. Chaque société façonne des perceptions du corps à travers des pratiques comme le marquage, l'habillement, les postures, révélant ainsi les rapports au pouvoir, au genre, à la spiritualité et à la mémoire collective. Même les philosophes se sont risqués à définir le corps et à le penser en relation avec l'âme, l'esprit ou la conscience. Mais là, les avis divergent. Il peut être vu, comme chez Platon, comme un simple support matériel, tandis que d'autres, comme Merleau-Ponty, en font une réalité indissociable de l'être. C'est le corps, par sa présence, qui interroge la liberté, l'identité, la perception, et pose la question de l'unité de l'homme entre la chair et la pensée. Comme identité sociale et culturelle, le corps est souvent marqué. Le marquage du corps désigne l'ensemble des pratiques par lesquelles les sociétés modifient, décorent ou inscrivent des signes sur le corps humain à des fins culturelles, sociales, religieuses ou esthétiques. Cela inclut des formes variées comme le tatouage, la scarification, le perçage, la peinture corporelle comme le henné. Ces marques peuvent signifier l'appartenance à un groupe, le passage à un nouvel âge, le statut social ou encore des croyances spirituelles. Le marqueur du corps le plus répandu et le plus connu est le henné, une teinture végétale naturelle utilisée pour orner temporairement la peau, surtout lors de cérémonies comme les mariages, les fêtes religieuses ou les rites de passage. Très répandu en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Inde et dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, le henné est appliqué sous forme de pâte, dessinant des motifs floraux, géométriques ou symboliques, qui s'estampent au bout de quelques jours. Il symbolise souvent la beauté, la chance, la fertilité ou la protection contre le mal. Le tatouage, en revanche, est une inscription permanente sur la peau, réalisée en injectant des pigments sous l'épiderme. Il peut avoir une fonction identitaire, tribale, sociale, religieuse, thérapeutique ou esthétique. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les tatouages indiquaient l'âge, le rang, le courage ou le lien à un groupe. Aujourd'hui, le tatouage est aussi un acte personnel, artistique ou revendicatif en dehors de tout cadre rituel. Nombreuses autres formes de marquage corporel pratiquées dans différentes cultures à travers le monde sont un peu moins connues, comme la scarification, la peinture corporelle et le maquillage, le perçage, la déformation corporelle, les brûlures rituelles, les implants sous-cutanés. Ce corps que nous chérissons et que nous protégeons pourtant est ainsi sujet à plusieurs violences pour des raisons esthétiques ou rituelles. Pour nous accompagner dans la définition de ce corps et la connaissance de tout ce qu'on lui fait subir, Zahi Ibn Abdallah, chercheur et professeur en anthropologie, va nous en dire davantage.
Professeur Zaheb Abdallah, bonjour. Bonjour, contente d'être parmi vous dans cette belle journée d'un beau été 2025. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très très contente que vous soyez ici parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez été ma première invitée à l'émission Trésor d'Afrique. Donc ce jour-là, on a parlé patrimoine, introduction au patrimoine. Aujourd'hui aussi, on va parler du patrimoine, mais d'un patrimoine très particulier. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu pour nos auditeurs. Ben Abdallah Zahia, professeur d'anthropologie. Je travaille au CNRPH. Je mène des dossiers de patrimoine. En ce moment, on est très très bordé par les questions du patrimoine et la sauvegarde, la conservation. Exactement. Et donc, je ne suis pas sortie du lot, donc je suis toujours fidèle à la thématique d'initiation qui est l'anthropologie et tout ce qui va avec. Oui, tout à fait, c'est votre domaine, quoi. Oui, exactement. Voilà, donc si aujourd'hui on va parler de la question du patrimoine, du corps en fait. Le corps, d'abord, est-ce que c'est du patrimoine, le corps? Le corps. Alors, c'est une problématique, à vrai dire, qui a intéressé ou posé vraiment une question philosophique de départ, parce que les sciences ont débattu la question du corps. Est-ce que le corps est un produit de sociologie ou bien il est le propre de la biologie et des sciences exactes? Alors, une question au départ très très pertinente qui a été discutée par les premiers pionniers de l'étude, ce qu'on appelait avant l'étude de l'homme. Donc l'étude du vivant. Aujourd'hui, on l'appelle aussi le vivant. Voilà. Donc, il était question d'anthropologie physique. Et c'est là où arrivent les premiers visionnaires qui ont étudié le corps comme outil sociétal ou bien comme un produit sociétal. Ce corps-là qui appartient à la biologie et dont il était le propre de l'anthropologie physique, et le corps qui fait problématique à la société. Donc le corps comme outil culturel. Effectivement, bon, on peut aller très très loin dans cette philosophie-là, mais on peut aussi dire que le corps est un outil de communication. Enfin, tout est communication dans le corps. Les gestes, la danse, les vêtements, la décoration qui se fait sur le corps, toute forme de décoration. Avant, vous savez, le corps est un outil de communication, certes, mais il est aussi un outil de distinction. Parce que on fait société avec le féminin et le masculin. Et donc les sociétés se connaissaient entre eux en marquant les territoires. Donc on ne peut pas occuper un espace si une distinction particulière ne s'opère pas au niveau des rôles et des relations sexuées déjà. Ce qui appartient à l'homme, ce qui appartient à la femme. Et donc cette marque et c'est ce corps-là qui est l'outil de l'être humain et c'est la première machine qu'a utilisé l'homme. C'est bien son corps, son savoir-faire, l'utilisation des mains pour produire l'aisance dans la vie, pour avoir les moyens de survie. Et donc on a dit que le corps est un outil de communication et aussi un outil, comme j'ai dit auparavant, de distinction. On distingue pour bien occuper les espaces. Et oui, effectivement, surtout dans des sociétés traditionnelles, les espaces masculins sont connus, les espaces féminins sont connus, il y a même des espaces interdits. Et dans les sociétés traditionnelles, les hommes ne vont pas à la fontaine au moment où les femmes sont à la fontaine, par exemple. Exactement. Bien. Et ensuite, c'est la répartition des tâches. Donc, si l'homme le primitif allait chasser, c'est la femme de s'occuper je sais pas, de cuire ceux qui viennent de la chasse, par exemple. Exactement. Et donc ça, c'est à travers cette distinction qui s'opère au niveau de ce qui appartient au corps et ce qui appartient à la femme, ce qui appartient à l'homme.
Le marquage du corps. Donc, avant, nous, autant que société moderne, on comprend que l'esthétique se fait par la mise en valeur de ce qui nous semble être du beau. Donc, mais comment les sociétés traditionnelles ont conçu cette question du beau? Et à travers le corps, on sait très bien que tout passe par le corps. Et donc, l'esthétique, la femme, dans cet amas d'imaginaire culturel, elle est marquée par une certaine trace. Par exemple, le rouge. Le rouge, qu'on trouve bien évidemment dans la terre, oui, c'est des produits naturels, voilà, géologiques. Exactement. Et qui est aussi, ce rouge-là, l'ocre, par exemple, on le trouve dans la tradition, il passe par le corps. Il y a des civilisations où les femmes se couvrent complètement de cette... Immaculées par le rouge. Et donc, ce rouge-là, il n'est pas fortuit. Il vient d'un certain symbolique, d'un certain imaginaire qui rappelle la chasteté, qui rappelle le corps, la chair. Et donc, la femme, elle fait chair. Quand elle fait chair, elle est le symbole, et l'idéal symbole de la femme qui à produire. Et la femme qui est belle, celle qui ramène la vie. Et donc, surtout dans les sociétés africaines, le sens de la production est synonyme du sens de la survie. Donc, dans les produits esthétiques, on peut trouver le henna, par exemple. Le henné, oui, qui est un produit naturel qu'on trouve dans plusieurs pays du monde, hein, pas seulement en Algérie ou en Afrique. Exactement. Et qui est ritualisé, par exemple, en Nord-Afrique, on utilise le henna pour le sabah, pour le mouled, pour célébrer tous les rites de passage. Tous les rites de passage. C'est valable aussi pour plusieurs pays d'Afrique. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le seul produit de marquage de corps qu'on utilise pour le corps humain et pour des corps non humains. Le jour de l'Aïd al-Adha, la fête du mouton, on marque son mouton avec le henné. Exactement. Et il y a aussi le khull. Le khull, l'antimoine, c'est-à-dire qu'on trouve pour les hommes et pour les femmes aussi. On va rester déjà dans le henné un petit moment pour expliquer comment on pratique le henné dans le nord de l'Afrique et dans le sud de l'Afrique et dans les autres pays, l'Inde, l'Amérique latine et tout ça. Et on passera ensuite au henné, au maquillage du visage, le col, le rouge, et aussi il y a les tatouages. Il faut dire que le henné est utilisé pour ses vertus médicinales au préalable, avant. Après, il a été ritualisé en introduisant dans les trucs rituels avec la magie, etc. Après, il a été extrapolé de cette dimension-là pour enjoliver tout ce qui est côté esthétique. On le mettait sur les paumes des mains, sur la tête, aux pieds. Et encore que la tête et le pied, on reste dans le médicinal. Parce que la tête, d'abord, ça colore les cheveux blancs. Mais aussi, ça enlève les démangeaisons et tout ça. Ça traite le cuir chevelu. Les pieds aussi. J'ai vu pas mal de personnes âgées et très âgées qui ont toujours du henné aux pieds parce que on dit que ça enlève les douleurs des rhumatismes. Vrai ou faux n'est pas la question, mais on y croit. Mais ce qui est intéressant de savoir que la pose du henné, elle diffère d'une société à une autre. Elle prend des formes plus esthétiques et dans d'autres régions plus primitives, on la pose dans sa forme. De façon uniforme, ou alors on prend une boule, on forme le poids. Exactement. Et puis, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la reproduction des mêmes symboles parfois qu'on trouve dans la poterie, ou celles qu'on trouve dans la décoration des maisons. Et les tapis. Et les tapis, on les trouve dans la pose de henna et qui est un maquillage plus ou moins non permanent. Et c'est la même chose qu'avec le maquillage permanent, avec le tatouage ou les scarifications dans l'Afrique, le Grand Afrique. Donc les symboles
et le henna et le marquage du corps, ils font un ensemble d'éléments qui reproduisent une certaine culture et une certaine vision des choses. Le henné, il est préparé, surtout le henné de la mariée, est ritualisé aussi par les personnes qui le posent, on le pose et comment on se débarrasse du reste du henné. Et c'est pour cela, certaines familles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent pas poser parfois le henné pour la mariée, par peur que leur fille soit ensorcelée et n'ait pas d'enfant. Et on revient à la question de la fertilité et la survie. Vous voyez comment c'est lié, le fait d'avoir ce marquage de corps qui peut emmener jusqu'à la stérilité parce que le corps, il est marqué et indiqué. Non, en tout cas, c'est très très bien gardé. Et là, c'est pour le henné de la mariée. Mais le henné, c'est aussi valable pour le marié, et c'est valable pour la circoncision, l'enfant qu'on circoncis, le garçon qu'on circoncis, et aussi pour les jours de célébration, des jours particuliers de célébration, comme l'Aïd, comme le jour du Mawlid, la naissance du prophète. Ce sont des jours ritualisés, et la pose du henné marque cette ritualisation. Exactement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien que beaucoup de familles, les lettrés et les non lettrés, ceux qui vivent dans la ville, les citadins comme ceux qui vivent dans les ruraux, essaient de garder cette pratique. Moi, je dis que c'est une pratique parce que c'est plus qu'une tradition, parce que la tradition, elle vient de loin, elle est toujours là. Mais la pratique, on y croit et on reste. Et on la veut. Tu sais, pour que quelqu'un de lettré vienne poser du henné sur la tête du mouton jusqu'au jour d'aujourd'hui, en croyant que cela protège son offrande. Donc, le rituel a une belle place, a encore une belle place dans l'avenir. Et encore plus. Nous sommes avec la professeure Zahia Ben Abdallah, professeure d'anthropologie culturelle. Nous parlons des marquages du corps. Nous avons parlé du henné, remarquant que le henné a encore de beaux jours devant lui. C'est pas le cas de tous les marquages, en fait. Le tatouage, dans tous ses états, est passé par bien des moments. Depuis les temps anciens, on a remarqué que les hommes et les femmes se faisaient tatouer. Mais ces dernières années, même si dans d'autres pays, les tatouages, il y a des salons de tatouage, on peut avoir des dessins de plusieurs formes de dessins, c'est donc passé dans l'esthétique, mais le tatouage en tant que rituel, il est discuté, il est remis en cause. Alors professeur, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de tatouage, ce qu'il signifiait avant et ce qu'il représente aujourd'hui, surtout pour les détracteurs, ceux qui sont contre le tatouage. Écoutez, bien évidemment que le tatouage, il a accompagné la société dès l'aube où l'être humain a su faire ensemble avec sa société, avec les symboles qu'il a conçus et acceptés et pratiqués. Par la suite, on sait très bien que le tatouage, c'est les rituels, c'est les croyances. Le tatouage, si on parle du tatouage ici en Afrique, on sait très bien que le tatouage vient sur les peaux qui sont claires. Il est plus visible. Or que pour les teints qui sont un peu foncés, on trouve la scarification. Et c'est une forme de pratique où on fait des liaisons sur le corps avec un outil tranchant pour mettre en relief, faire ressortir la peau pour qu'elle nous donne un tatouage en relief. Or que c'est vrai, le tatouage, on le fait en pratique avec c'est sûr, une aiguille avec des produits qui rentrent sous la peau, avec un outil tranchant pour faire pénétrer des couleurs au niveau
de la peau, ce qui nous donne une couleur un petit peu verdâtre. Quoique maintenant, dans les sociétés modernes, ils ont trouvé le moyen de trouver des couleurs rouges, verts, blancs, roses, tous les dégradés des couleurs. Donc, et puis il y a de grands cabinets maintenant qui font du tatouage. Exactement, exactement. Donc le tatouage, par exemple, si on parle du tatouage à l'époque coloniale ici en Algérie, alors je me rappelle très bien de ma grand-mère. Elle me disait, moi, j'étais tatouée à un très très jeune âge. À 4 ans, ils ont commencé à me parler du tatouage et c'est à partir de 8 ans, 10 ans, ils m'ont tatouée. Mais il existe maintenant, si on veut dire, d'autres raisons pour se faire tatouer, ce qu'on appelle le qta'. C'est une forme médicinale, traditionnelle. Il y a aussi d'autres formes de marquer le corps. Des formes, déjà le tatouage, c'est une forme permanente de marquer le corps. Le henné, ce n'est pas permanent, mais ça ne dure pas très longtemps. Mais il y a des moyens vraiment éphémères de marquer le corps, c'est le maquillage. Aujourd'hui, le maquillage, on achète des boîtes toutes faites avec des colorants et tout ça. Mais autrefois, il y avait juste 2 ou 3 produits pour marquer le corps, de façon très éphémère. Parce que le jour même, on peut se laver et puis il n'y a plus rien. Le khol, le siwak, donc le miswak. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le rouge à lèvres. Et le crayon des yeux, ou l'eyeliner, ou le récil, ou autre chose. Donc, comment on est venu à avoir le col et de faire le lien avec les yeux? Donc, pour le khol, l'antimoine, ou ce qu'on appelle l'ithmid en arabe, c'est une pratique très, très ancienne. Elle ne vient pas d'aujourd'hui. Ils ont trouvé que si on remarque dans la tradition pharaonique, par exemple, on trouve que c'était une pratique très très pratiquée. Même il y en avait des couleurs, du bleu, du vert. C'était pour les hommes et pour les femmes. Du bleu, de malachite, etc., etc. Donc c'est-à-dire marquer les yeux, parce que les yeux reflètent l'âme de l'être humain. Et donc, pour marquer, refléter le delà, les pharaons ont trouvé cette ingénieuse, mettre en évidence les yeux parce que c'était une des portes de l'âme. Et si, tardivement, ici, la pratique, elle est millénaire, elle est très, très ancienne. Les gens utilisaient et même au jour d'aujourd'hui, on trouve le khol qui, malgré l'industrie de cosmétologie, il existe et il prend une place très très importante. Chez nous, et on y revient à chaque fois. Chez nous, à l'intérieur, dans les villes d'intérieur, les femmes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, produisent le khol et offrent entre elles des produits issus d'antimoine, etc., etc. Et donc, c'est une pratique très répandue, qu'on pratique pour les nouveau-nés, les hommes, les femmes. Donc, avant, la femme, le khol et le miswak, c'était des produits d'esthétique qui accompagnent la vie, la joie, etc., etc., dans tous les passages de la vie. À part marquer le corps, il y a d'autres moyens de se faire belle, en tout cas de se distinguer d'un autre corps ou d'une autre personne. Les cheveux, la coiffure en font partie. La chevelure et l'odorat. Si pour le parfum, vous voulez dire? Oui, le parfum. Pour le parfum, il n'y a pas plus explicite que srab adna, par exemple. Les femmes portaient avec cette parure vestimentaire le srab. Elle portait aussi la miskiya, dont vient le nom miskiya, parce que c'était un bijou où la femme portait à l'intérieur du musc. Donc, le musc qui est un parfum très fort. Donc, c'était un bijou et en même temps un moyen pour sentir bon. Bon, voilà, bon. Et
si on revient à la chevelure, c'est-à-dire avec les coiffes qui existaient auparavant, vers le sud, on sait très bien que la femme, elle a mille et une façons de se coiffer. On parle pas de coiffe. Les coiffes, on les met de côté. Mais on parle de coiffure. Se coiffer les cheveux. Se et la coiffer. coiffe, c'est ce qu'on met dessus. Et si on le voit, on remarque, ce qu'on remarque, c'est cette forme de tresse qui revient à chaque fois. Pourquoi on tresse comme ça et on pas... Vous savez, sur la façon de tresser les cheveux, il y avait tout un code, toute une discussion. Ce qui appartient à la mariée, ce qui appartient à la femme, à la fille, etc., etc. Donc, la façon dont tressaient nos grand-mères leurs cheveux avait un certain code et avait des appellations. Et au-dessus de cette coiffure, on portait parfois, et ce qui est très remarquable, et j'ai écrit un article dessus, c'est par exemple, on le trouve chez les Nailiyettes ou bien chez les femmes à Ouergla, on peut poser cette plume sur les cheveux, d'où l'adage ou bien Hadi ala ras harisha. Pourquoi? Sur sa tête, une plume. Voilà. Et donc, si on fait référence toujours à la civilisation pharaonique, on trouve Mat, qui est une des divinités pharaoniques, porte cette plume sur la tête. Et c'est ce qu'on appelle la plume du dernier jugement. C'est la plume qui marque le passage entre la vie et l'autre vie. Donc un rituel. Un rituel, parce que pour les pharaons, comme vous le savez, c'est-à-dire il y avait une vie après la mort. Donc pour que Mat aide les âmes à parcourir, à le passer avec cette plume qui est la plume de la vérité, du jugement dernier. Donc c'était pour marquer un rang, parce que seuls les princes et les rois portaient la plume, c'est une princesse, et en même temps, c'est une femme pour passer à l'autre vie, qui est la vie de la mariée, et donc c'est un rituel de passage. On a parlé du corps, du henné, du tatouage et de la coiffure. Tout ça, ça a commencé depuis des millénaires. Ça continue, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, dans quelques décennies, dans quelques siècles? Est-ce qu'on va continuer à améliorer la cosmétique ou est-ce qu'on a tendance à revenir à la nature et retrouver les produits anciens? Vous savez, si la vie et l'histoire a prouvé que l'être humain cherche toujours sa vie en boucle. Donc la question élémentaire de la vie, les questions de la société, l'être humain essaie de revenir sur les pas, les traditions qui ont fiables, qui ont rapport avec la santé. Surtout dans ce monde-là où la maladie a proliféré, a pris multitude de facettes. Donc, et c'est pour ça toute la question sur le bio et la question sur le sain. L'écologie, sur le plus sain, oui. Le plus sain. Donc, l'être humain a essayé de raisonner ce corps, parce que ce corps-là, il est en train de partir dans tous les sens. Et donc, et revenir, et plusieurs marques ont ont cartonné parce qu'ils ont introduit cette dimension du sain, du bio, etc., etc. Et donc, je pense que le retour à la nature est primordial pour que cet être humain continue à vivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre patrimoine. Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Gallès sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM.